Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Média TV. La 27e édition du Salon international de l'édition et du livre Ciel, qui a commencé le 3 de ce mois, se poursuit. Elle prendra fin le 12 juin. Une manifestation où prennent part plus de 700 exposants issus de 55 pays de par le monde. Au cours de cette 27e édition est à l'honneur l'Afrique. Conférences, débats, présentations de nouvelles parutions, signatures de livres, soirées de poésie. Et parmi les conférences passionnantes de ce salon, et elles sont nombreuses, celle intitulée « L'Afrique essaie de devenir vers une nouvelle identité » dont la modération a été assurée par Mustafa Kadri, professeur universitaire, historien, spécialiste en anthropologie historique et culturelle et scénariste à 16h, qui nous fait le grand plaisir d'être sur notre plateau ce soir. Mustafa Kadri, bonsoir et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation malgré vos nombreux engagements. Je sais que vous animez une conférence cet après-midi, mais vous nous avez fait le plaisir d'être avec nous. Alors, dans la présentation de la conférence qui s'est tenue il y a 2 jours et que vous avez modérée, il est écrit « Les identités sont dynamiques, leur métamorphose est permanente. Celles à l'œuvre en Afrique sont là pour nous convaincre qu'elles sont une source où on peut puiser le meilleur de ce qui guidera les Africains dans le monde. » Avec cette question, celle de comment penser autrement ces identités à partir d'une conception polyarchique de l'universel et des notions d'unité et d'union. Cette question qui était au cours de cette rencontre, je vous la pose sur notre plateau. Quel devenir? Quelle nouvelle identité pour l'Afrique, sachant que vous avez, il n'y a pas longtemps, écrit un article intitulé « L'Afrique a-t-elle perdu le Nord ?» dans la revue des études africaines. Quel devenir? Quelle identité pour cette Afrique? Merci pour l'invitation. Quel devenir? D'abord, l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, en tout cas jusqu'à nouvel ordre, puisque les plus anciens humains sur Terre pour le moment ont été découverts en Afrique. Il y avait pendant très longtemps parlé de Lucie, et maintenant c'est notre Héroud, à côté de Youssoufia. Et ensuite, peut-être aussi, c'est l'avenir de l'humanité et par ses ressources humaines et naturelles. Donc, entre-temps, l'Afrique a connu le traumatisme colonial et tous les problèmes qui en découlent avec la guerre froide, les clans et les problèmes qui sont suivis par rapport aux conflits soi-disant soit entre les États, entre les pays ou à l'intérieur des pays, des conséquences de ce qu'on a évoqué comme ce trauma ou traumatisme que les générations d'aujourd'hui, selon les cas en tout cas, arrivent à dépasser son problème parce que c'est le passé. Et c'est le passé qu'il faut connaître, mais absolument pas en faire un élément, comment dirais-je, de passion démesurée, parce qu'il faut regarder au-delà. Il faut dépassionner ce bien passé sûr, traumatisant. Quel que soit ce que les colonisateurs ont fait, c'est de notre faute. Donc il faut assumer aussi notre part. Il ne faut pas continuer à accuser l'autre. Et je crois que pour les personnes, Djilani qui était des îles Comores, Nemrod qui était du Tchad, Hawad qui est du Niger, et c'est Driss Yazami qui est du Maroc, je veux dire, on a un homme, Yazami, qui est venu par les droits de l'homme, par les droits humains, Hawad qui vient par la poésie et la peinture, Nemrod qui vient par la philosophie et la poésie, Djilani qui vient du journalisme, de la poésie et du roman, et chacun avait sa façon d'exprimer ce legs du trauma, mais en même temps en étant, comment dirais-je, très positif par rapport au devenir, dans les conditions résident en nous-mêmes, et ils ne viennent pas d'ailleurs, et je crois que les prémices de ces changements sont là. Oui, alors justement, vos recherches et travaux, publications sont très centrés justement sur la question de l'identité des nations, leur histoire. Vous êtes constamment dans une sorte de relecture de l'histoire ou bien de recherche de l'histoire, de la vérité historique. Quel regard portez-vous sur la perception des Marocains de leur passé? C'est comme l'Afrique qui a perdu le Nord. J'ai dit l'Afrique du Nord ne fait pas partie du Sud-Africaine, comme si l'Afrique du Nord ne fait pas partie de l'Afrique, parce que pendant très longtemps, on a été obnubilé un petit peu par les images qu'on nous a inculquées. Et ensuite, je veux dire, cette question de l'identité est un élément devenu un peu, des fois, meurtrier, mais en même temps nécessaire, à commencer par l'identité de l'individu comme il existe dans son milieu familial, social, territorial, national, sans aucun problème. C'est à partir du moment
où on en fait un élément agressif, que ces histoires d'identité commencent à être meurtrières, pour paraphraser Amin Maalouf par exemple, parce qu'avoir une identité c'est extraordinaire, mais en même temps en faire un élément d'agression, de domination, est un autre problème qui provoque énormément de réactions très mauvaises en général. Et c'est pour ça que j'ai essayé de m'intéresser par rapport à notre contexte, à notre passé, à notre mémoire, et à notre façon de nous voir nous-mêmes, de nous percevoir dans le miroir. Et pendant très longtemps, je crois que le miroir qu'on avait en face était un petit peu tordu. Il ne nous donne pas la véritable image de nous, d'abord en tant qu'Africains. On est dans le continent. Peut-être il y a des gens qui ont comment dirais-je, qui ne sont pas contents, qui n'en veulent pas. Il faut déplacer le continent, il faut se déplacer du continent, parce que c'est la géographie d'abord qui compte. Et ensuite, essayer de voir la notion de territorialité par rapport à son rapport avec le Nord. L'Espagne, juste à côté, elle a fait partie de nous pendant très longtemps. Et ils ont essayé aussi qu'on fasse partie d'eux pendant très longtemps durant le temps colonial, mais en tout cas il y a une histoire très ancienne, non seulement de la période musulmane de nos empires, disait Almoravide, mais bien avant, depuis l'époque chrétienne, le donatisme, l'augustinisme, la chrétienté, etc., l'Empire romain, la période de l'Empire romain. Qui est malheureusement occultée. On a une histoire un peu tronquée. Pendant longtemps, oui. Pendant longtemps, je crois qu'on a considéré que tout ce qui est avant la période islamique chez nous n'est pas bon, mais ce qui est passé avant l'islam dans d'autres contrées est bon. Et du coup, ça nous a créé un petit peu une sorte de schizophrénie, parce qu'on connaît la géographie de l'Asie beaucoup plus que la géographie de l'Afrique. On connaît l'histoire de l'Asie de l'Ouest beaucoup plus que l'Afrique du Nord. Oui. Et même dans les programmes, je veux dire, de l'Antiquité, on a longtemps focalisé sur ce que les études coloniales nous ont laissé, l'Égypte et l'Euphrate, et le croissant fertile, comme on l'appelait, comme si l'Afrique du Nord, le reste de l'Afrique du Nord au-delà de l'Égypte n'existait pas, ou ne comptait pas, ou ne connaissait pas des choses aussi semblables et similaires que ce que l'Égypte antique, mais c'est pas parce que les archéologues français ont travaillé sur l'Égypte, les Britanniques sur le croissant fertile, que chez nous, il n'y avait rien. Très, très, très important, connaître son identité et cette fierté de ce que nous sommes jusqu'au moindre détail et ne pas mépriser son passé de ce que nous sommes. Il y a des trucs subtils qui peuvent paraître des détails, comme les codes vestimentaires ou les vêtements. On sait, Mustafa Qadri, que vous portez souvent djellaba et le turban. Et vous les portez sciemment, et pas que le vendredi, et peut-être pas le vendredi, justement. Est-ce que c'est important, ça aussi, d'assumer ça et de ne pas se dire que ça, c'est antinomie, contradictoire avec la modernité, comme on a pensé longtemps? Non, peut-être pendant très longtemps, on a cherché à nous faire rentrer dans un moule, et puis dans un moule de l'imitation. On a imité les Égyptiens dans les années 30-40, et puis on a commencé à imiter les gens du Golfe, c'est-à-dire on rejette ce qui est de chez nous et on adopte ce qui vient d'ailleurs sous différents types de prétextes. Et je crois que pour moi, c'est un élément fondamental, non seulement cela, parce que aussi dans les textes anciens, quand je trouve un texte en arabe, quelqu'un qui parle d'un grand personnage de la période Wattasside, par exemple, au XIVe siècle, et au XVe siècle, pardon, il utilise Farafa Khanifahu, je veux dire Al-Khanif ou Akhnif. Et ben, si on ne connaît pas les habits, si on ne connaît pas les histoires des habits, on ne peut pas comprendre. Or, c'est une sorte de selham, de burnous qui a existé, qui existe encore et qui est particulier à une région et surtout à une saison, parce que aussi l'habit à l'origine, c'est les saisons, c'est la géographie qui le détermine. Il n'a jamais été ni religieux, ni autre philosophie similaire. Il a toujours été associé à la géographie. C'est pour ça un ami du Sénégal, dans une conversation, prof d'histoire à l'université Cheikh Anta Diop, me dit que les Européens sont arrivés chez nous, ils nous ont trouvés torse nu, ils nous ont pris pour des sauvages. Or, chez nous, il fait chaud et humide. Et pourquoi on a besoin d'inventer un habit pour se couvrir? Comme chez les Européens, il fait très froid et il fallait absolument se couvrir et s'habiller.
Parce qu'à l'origine, s'habiller, c'est pour se couvrir, pour se protéger du froid, de la chaleur, on s'adapte, mais il me dit, alors que nous, on n'en avait pas besoin, et c'est pas parce qu'on se balade torse nu qu'on est des barbares, des sauvages, Oui. loin de là, et parce que c'est le besoin, puisqu'on a inventé autre chose qui va avec notre climat et avec notre société. Là, c'était une petite parenthèse, mais c'est en lien aussi avec le sujet. Alors, dans votre livre thèse de doctorat, l'État national et les Berbères, le cas du Maroc, mythe colonial et négation nationale, vous écrivez que l'État et la nation ne sont pas seulement des données historiques, mais sociologiques et surtout des constructions politique, mythologique. Pouvez-vous nous détailler ce passage, professeur, au moment où il est beaucoup question de l'identité marocaine et de sa redéfinition? C'est pas tout à fait redéfinition, c'est juste retrouver l'essence. Redécouverte, redécouvrir, oui. Oui, tout simplement parce que ce ne sont pas les textes que nous manquent. On a énormément de textes en arabe que nos savants de différentes époques nous ont laissés. On a des textes en latin que nos ancêtres avant l'islam ont laissés. Et du coup, on a une sorte d'évolution des perceptions jusqu'à l'époque coloniale où on a eu toute la science coloniale qui a essayé de se développer sur notre dos en le segmentant en deux catégories, si j'ose dire. Ce que l'on appelle l'orientalisme, les gens qui ont essayé de penser ce qu'ils appellent la pensée ou la construction dite arabo-islamique, les ethnologues et les anthropologues de l'époque coloniale qui ont essayé de construire le sauvage, le barbare, l'arriéré, le tribaliste, et le campagnard, le montagnard, le saharien, un ensemble de catégories complètement fictives qui ne correspondent pas à la réalité historique. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, ce qui est arrivé dans les nationalismes, c'est-à-dire les catégories assimilées à l'époque coloniale, ont continué. Dans cette construction coloniale, on en faisait une construction post-coloniale. Oui. Et je crois que c'est là que commence le problème, parce que bon, par exemple, on a un Anglais qui parmi les plus célèbres, qui ont travaillé sur le Maroc et qui est devenu universel, qui a enseigné partout dans le monde, Ernest Gellner. Et il s'était intéressé au lendemain de l'indépendance, qu'il a appelé « The Struggle for Morocco's Past », la lutte pour le passé du Maroc. Et quand j'ai lu cela, et j'ai lu les documents dont il parle, mon problème, c'était pas, mais de quel passé s'agit-il? Parce que les gens qui se battaient au lendemain de l'indépendance sur la construction du passé, ils étaient tous les deux dans le faux. C'est le faux passé. Ils luttaient, ils se chamaillaient sur un faux passé. Donc du coup, pour moi, il a fallu essayer de comprendre aussi, mais pourquoi on a eu ce faux passé, pourquoi on se chamaille, parce que dans les projets politiques aussi, il y avait une sorte de construction de l'histoire, mais cette histoire, elle était un petit peu, pour ne pas dire un peu falsifiée, loin de là, mais sélectionnée avec une absence totale de la production marocaine, nord-africaine, maghrébine dans l'histoire, pour apprendre la langue française, la langue arabe, l'histoire, etc. Je veux dire, on a continué à utiliser le contenu de l'époque coloniale, c'est-à-dire on nous parle de la Syrie, de l'Irak, de l'Arabie, comme si nous, on n'a jamais existé dans le passé. Oui. Alors justement, en lien avec le même sujet, vous avez déjà écrit que vous pensez que les enfants, et les jeunes en l'occurrence marocains, doivent connaître les étapes de l'évolution de la société marocaine sur les plans religieux, linguistiques et historiques. Vous trouvez que ce n'est pas le cas aujourd'hui, ce qui est enseigné aux enfants aujourd'hui dans nos écoles, dans nos collèges? Le monde a évolué, je veux dire, maintenant il y a les réseaux sociaux et Internet d'une manière générale, je veux dire, on peut tout vérifier. Et il ne faut pas mépriser l'enfant en disant que peut-être il ne comprend pas encore, alors qu'elle est dans une phase de croissance, de compréhension extraordinaire. C'est pour ça aussi qu'il faudrait en tout cas s'adapter à la réalité et ça je le sens au niveau des étudiants qui arrivent chez moi à l'âge adulte et par rapport à ce qu'ils ont accumulé, qu'est-ce qu'ils ont gardé, qu'est-ce qu'ils ont retenu, ce dont ils se souviennent, ce dont ils ne se souviennent pas. Toujours les premières séances, j'essaie de faire un petit peu une évaluation de niveau, si j'ose dire, pour voir un petit peu comment je pourrais les aborder selon le programme que j'ai entre les mains que je dois faire. Et souvent, il y a énormément de confusion. Il y a un problème de sémantique, de langage, de vocabulaire, la nature du vocabulaire qu'on aura, dans lequel ils ont été élevés à l'école, comment le choix des mots. J'essaie de les sensibiliser, justement, s'il y a des dictionnaires, c'est parce qu'il y a des synonymes, et comprendre les synonymes, ça commence par la sémantique et le vocabulaire, qu'il s'agisse de la langue française, de la langue arabe, de la langue anglaise et de la langue amazigh que j'essaie d'introduire aux enfants et aux adultes, parce que quand même, pour les gens qui ne la parlent pas ou qui ne la comprennent pas,
Il croit qu'il ignore entièrement, alors que plus de la moitié du vocabulaire de Darija, quand c'est la langue maternelle des étudiants, il est truffé de langue amazigh, et j'essaie aussi de leur montrer comment ils peuvent s'en servir pour comprendre aussi le passé et l'histoire. Donc beaucoup de travail reste à faire à ce niveau-là, et ça doit être en amont, au primaire, pas quand ils arrivent à l'université, parce que là c'est un peu difficile de rattraper, parce que c'est des choses qu'on inculque. C'est un débat, en tout cas. On a commencé par le primaire, mais ça demande énormément de temps. Peut-être on aurait pu commencer aussi par la formation des ressources en amont, c'est-à-dire au niveau de l'université, pour que les gens soient mieux outillés. Parce que la langue, on n'étudie pas la langue que pour elle-même, c'est pour nous aider à comprendre le passé et surtout les textes. Les nôtres écrivaient en arabe, on a les plus anciennes chroniques de l'époque almohade, par exemple. Et ben, si on ne connaît pas Tamazight, on ne peut pas les décoder. Jusqu'au dernier grand historien du fin 19e siècle, Nasser Islaoui, il utilisait énormément de vocabulaire de Tamazight quand il parle de l'État. Bon, je veux dire, on est à Rabat, le mot Agdal de Sultan, on trouve dans toutes les villes impériales. Mais Agdal, il existe partout, dans le Haut-Atlas, dans le Sahara. On a même une tribu qui s'appelle Gdala ou Agdal ou Gdalin, qui était derrière la naissance de l'empire des Almoravides. Donc vous voyez, on est à Agdal, par exemple, à Rabat ou à Mknasafas ou à Marrakech, et des Gdala qui étaient derrière Almoravitine ou les Almoravides. Et ben, comment aider les enfants à faire le lien entre les deux? Parce que j'en ai rencontré qui croyaient que le mot Amfa ou Agdal sont des mots de la langue française, parce que, soi-disant, ils ignorent la langue amazigh. Mais ça, c'est le rôle de l'éducation, d'introduire et d'aider les Marocains à se retrouver eux-mêmes. Absolument. Alors, dans votre ouvrage revisité, Nationalisme au mépris de soi, vous abordez justement des thématiques capitales comme celle dont on vient de parler, enfin, pas encore, mais le nationalisme, l'identité arabo-musulmane et marocaine, la place de la Mazière, du rôle de l'école. Pourquoi avez-vous senti déjà le besoin de revisiter votre propre ouvrage, celui du nationalisme au mépris de soi? C'est une découverte tout simplement d'un texte, d'une histoire, comment, par exemple, en 1932, on commence à s'intéresser au théâtre comme un élément comment dirais-je, de faire émerger une conscience nationale dans le cadre du projet au début de la réforme, après pour revendiquer l'indépendance. Et cette première pièce de théâtre, joués par les élèves ou les anciens élèves du collège Moulay Idriss de Fès et qui ont fait une tournée partout au Maroc. Et ben quand j'ai lu le texte, parce que c'est le poète égyptien Ahmed Shawqi qui a volé, qui a volé une pièce de théâtre de Blas Infante, un espagnol qu'il avait écrite en 1921-22. Ahmed Shawqi l'a publié, je crois, vers 1926. Et il a été publié juste avant sa mort, Amirat al-Andalus. Et dans cette pièce de théâtre, il insulte Youssef Ben Tachfine et il donne de la valeur à Ibn Abbad. Alors jusqu'à aujourd'hui, Ibn Abbad, il est devenu même un saint avec une qubba. Je veux dire, si Youssef Ben Tachfine reviendrait à la vie, il voit que Ibn Abbad, il y a des collèges, des lycées, des avenues, des associations, et il a même une qubba. Il va demander à être enterré vivant parce qu'il ne va pas en revenir comme dans notre mémoire nationale. Ibn Abbad est supérieur à Youssef Ben Tachfine, alors que quand même, je veux dire, pour les gens de l'histoire, on sait très bien ce qui s'est passé et comment Ibn Abbad a fini exilé avec 9 ou 8 autres de Moulouk Tawaïf de la Andalus qui faisaient partie de l'Empire almoravide. Mais comment lui tout seul au milieu de 8 émerge? On dit parce qu'il a laissé de la poésie. Mais on a Bouloguine Ben Zeri de Grenada qui nous a laissé aussi des livres en arabe sur l'histoire. C'est la première autobiographie d'ailleurs. Il a écrit son autobiographie, mais pourquoi on ne le voit pas dans le programme? Il y a Anguille Soroche, justement, et c'est ce qui m'a intéressé. Il y a une sorte de mépris, justement, c'est le mépris de soi, et vous en parlez. Avons-nous un problème, Moustapha Kadri, avec notre histoire? Faut-il remettre en question tout ce qui nous a été enseigné à l'école et à l'université? Pensez-vous que pendant de longues années, nous avons été conditionnés par des concepts idéologiques comme le concept, vous avez cité, arabo-islamique, forgé par l'orientalisme, au détriment de nos identités multiples, amazighes, juives et autres?
Ben, on est dans les champs des concepts. Beaucoup croient que la notion, par exemple, arabo-islamique est quelque chose d'historique, réel, culturel, etc., alors que c'est juste un concept forgé à l'époque coloniale par les orientalistes français et britanniques. Hein. C'est pas quelque chose, on ne trouve pas les deux termes associés chez Ibn Khaldoun ou à une période auparavant, jamais. Mais c'est un concept, c'est de l'idéologie qui voudrait renvoyer a priori à une histoire. Mais au fait, quand on gratte, quand on vérifie, ça les spécialistes le savent, au point même de devenir une sorte de terme générique qu'on utilise comme ça, quand on n'a rien à dire, qui ne donne pas de sens, parce que le Sénégal est un pays musulman, c'est bien que le Maroc, hein, mais il n'est pas inclus dans cette catégorie. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne colle pas, qui ne va pas. Ce n'est pas parce qu'on est musulman qu'on doit être des Asiatiques, c'est-à-dire des Arabes. Et pendant très longtemps, dans notre imaginaire d'ailleurs aujourd'hui, comme si pour les gens, quand vous n'êtes pas arabe, vous n'êtes pas forcément musulman, vous n'êtes pas automatiquement musulman, alors qu'on sait que, par exemple, les promoteurs de l'arabité, de l'arabisme, ce sont les chrétiens d'Orient qui ne sont absolument pas musulmans. Mais bon, c'est une autre paire de manches. Mais en tout cas, pour les spécialistes, pour cela, c'est clair. Ensuite, comment on raconte, comment on l'enseigne, comment on s'adapte par rapport au niveau, que ce soit des élèves du primaire jusqu'au lycée ou même à l'université, quelle que soit la discipline, ou les écoles d'ingénieurs ou d'économie, etc., quelle que soit la discipline, il y a toujours un passé à regarder, à chercher dans le domaine concerné. Et exemple, je sais pas moi, on a une histoire sur la construction du pont, des ponts avant le béton, hein, avant le béton armé et tout ça. Et on a certains qui sont encore debout depuis au moins 1000 ans, 10 siècles. Les ingénieurs doivent connaître l'histoire de cela. Alors justement, dans votre souci de vulgariser et de faire connaître cette histoire, la vraie, vous co-animez depuis 3 ans à peu près des podcasts Histoire sur une radio web, en grande partie grâce à vos interventions. La jeune station LIN a enregistré de très bons taux d'audience. Pensiez-vous au départ que ces podcasts qui traitent de diverses époques et thématiques liées à l'histoire du Maroc pouvaient séduire et rencontrer un tel succès? Parce qu'on dit, on pense que les Marocains ne s'intéressent pas à l'histoire. Pourquoi vous pensez qu'ils ont rencontré ce succès? C'est une aventure extraordinaire avec l'animateur Rida Allali, le technicien Hamza Chiwa. Et au début, l'idée était effectivement d'aborder des sujets d'histoire pour essayer de rapprocher les Marocains avec l'histoire et surtout en audio. Alors, on y croyait dès le début. Certains disaient non, mais vous savez, le visuel est beaucoup plus important aujourd'hui que l'audio, etc. Alors que non, le visuel est à sa place, l'audio il est à sa place. Quand on conduit, on ne va pas regarder, on peut écouter. C'est comme des choses qui vous accompagnent. Vous avez quelqu'un qui vous raconte une histoire et vous conduisez, par exemple, pourquoi pas. Et on a commencé l'aventure doucement avec un partenaire qui a fait confiance à l'expérience pour la sponsoriser, Maroc Télécom. Et je crois que la sauce a vite pris parce que d'abord, c'est dans un langage simple en français ou en darija. Ensuite, on aborde, comment dirais-je, d'une manière un peu technique, mais légère, tout en étant profond. Donc il y a une sorte de combinaison entre l'animation et l'intervention. J'ai participé en bonne partie, mais d'autres collègues également ont beaucoup donné de leur savoir et de leur connaissance d'une manière que tout un chacun pourrait comprendre sans être spécialiste. Et je crois que ce qui a fait la valeur ajoutée de cette expérience sur Radio Ma'arif, pour laquelle on souhaite en tout cas longue vie, pas forcément dans la même manière, mais en tout cas continuer à donner les bases de compréhension, parce que tout est vérifiable sur Internet et on ne peut pas raconter. On ne peut plus rien cacher aujourd'hui. Absolument. On ne peut plus rien cacher. Dernière question, parce que malheureusement le temps passe vite. Il y a un autre sujet d'engagement qui vous tient à cœur, celui de notre patrimoine, des lieux de mémoire qui pourraient, selon vous, être des musées en plein air. Enfin, nous en sommes malheureusement loin pour le moment. Comment peut-on rendre attractif, réhabiliter, redonner vie à ces vestiges de notre histoire millénaire, à l'image de ce qui se fait sous d'autres cieux? On ne va pas aller loin. L'Espagne qui s'est appropriée toute l'histoire, tout le patrimoine andalou et qui tire des millions et des millions d'euros de ce patrimoine. Est-ce que les contraintes liées à d'ordre matériel et financier, est-ce que c'est ce qui coince ou est-ce qu'il y a d'autres problèmes pour réhabiliter? L'histoire, elle est partout chez nous, et le patrimoine, sur la roche, dans les vestiges, dans les... En croule, c'est l'histoire. L'Espagne, pendant très longtemps, a rejeté la période Moro, comme ils l'appellent, et ont longtemps rejeté cette histoire de leur mémoire nationale.
Et au début du XXe siècle, avec les transformations, ils ont essayé de la récupérer. Par exemple, Lorca, on parle beaucoup du poète, mais c'est lui le premier qui a essayé de mettre à jour les poèmes qui datent de l'époque de l'existence du Morisco et des Marranos, les Juifs et les musulmans forcés à devenir chrétiens. Il était le premier à remettre cela au goût du jour, avec Blas Infante qui a essayé d'écrire un petit peu sur l'Andalousie, de se réapproprier ce qu'ils appellent le passé moro, avant de le diluer dans le mot musulman, comme si les Indonésiens y étaient. Parce que aussi, c'est là que la sémantique joue également. Et ils en ont fait un excellent capital sur lequel ils ont capitalisé sur le tourisme espagnol et surtout sur le tourisme international pour en faire des ressources fondamentales dans la politique du tourisme. Et c'est une redécouverte de leur propre passé mémoriel qu'ils ont rejeté pendant très longtemps pour en faire un segment économique à part entière. On peut faire pareil. Et même plus, parce que l'origine de cela, c'est chez nous. Oui. Donc normalement, tous les gens qui visitent l'Espagne devraient venir chez nous pour voir le cèdre d'abord sur pied. Le cèdre d'abord sur pied, il y a dans la forêt. Et ensuite, les modèles copiés qui existent chez nous, à Fès ou à Marrakech ou à Taroudant ou à Tétouan, qui, dans la copie, se trouvent en Espagne. Nous débordons malheureusement, mais avant de nous dire au revoir, je voudrais savoir, je suis intriguée par ces deux objets brièvement que vous avez devant vous. Pourquoi? Un petit hérisson et un petit baudet, Anan. Anan, c'est notre Medjiri. Je veux dire, le hérisson, c'est Insi Boutinsa, le héros de nos contes. Et l'âne également, c'est un héros. Et entre les deux, il y a le personnage qui n'existe pas, c'est le chacal, le filou. Et le hérisson gagne toujours le chacal. Et même l'âne qu'on traite de bête qui ne comprend rien, il a réussi à vaincre le chacal dans l'un des contes. Ça, c'est nos contes populaires. Absolument, anciens, en Tamazir, en Darija. Absolument, c'est parce que tout ce qu'on a en Darija, il est traduit de Tamazir. Merci beaucoup, Moustapha Kadri. C'est passionnant de discuter avec vous. On pourrait passer des heures. J'espère qu'on va se revoir. On va sûrement se revoir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Madame, Monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bon suite des programmes sur Média TV. Très belle soirée.